On croit ouvrir une romance en dentelle et on tombe sur une comédie de mœurs au scalpel. On se dit c'est une histoire d'amour, puis 2 pages plus loin, on comprend vite que c'est un duel d'esprit, de classe sociale, de malentendus bien aiguisés. Orgueil et préjugés, c'est Jane Austen en 1813, mais c'est surtout le présent perpétuel des relations humaines, tout ce qu'on croit savoir de l'autre et tout ce que l'autre croit savoir de nous. Le décor est connu, et pourtant, il reste piquant. Une campagne anglaise, les 5 filles Bennet, un domaine qui ne reviendra pas aux filles parce qu'il est anti, autrement dit, verrouillé sur l'héritier mâle, ce cousin Collins qu'on sent déjà collant. Une mère en état d'alerte permanente a l'idée de marier tout ce petit monde, un père ironiste qui se réfugie dans sa bibliothèque, et puis un bal. Un nouveau voisin riche et charmant, Bingley, et son ami plus froid, Darcy. À partir de là, chaque regard devient un morceau de phrase, chaque danse une négociation, chaque lettre une bombe à retardement. L'étincelle, elle s'appelle Elizabeth Bennet. Elle a l'œil, la langue vive, le sens de la dignité et une tendance à juger vite. Lui, Darcy, a l'orgueil des hommes bien nés, la raideur qui va avec et un cœur en chantier. Les enjeux, l'argent bien sûr, qu'on ne prononce pas trop fort, mais qui décide de tout. La réputation, cette monnaie sociale qui sert de visa. Le mariage comme contrat, comme survie, comme ascenseur social, et parfois comme prison dorée. Et, dans l'ombre, une question moderne. Comment rester soi quand tout le monde vous observe ? Chez Austen, la morale n'est pas un sermon, c'est une mécanique. Chaque geste a un coût, chaque préjugé se paye. L'orgueil aussi. Quand Elizabeth refuse la proposition de Collins, on respire avec elle. Mieux vaut une existence digne qu'une sécurité triste. Quand elle repousse la première demande de Darcy, on applaudit la loyauté à soi-même. Mais on sent déjà que la partie n'est pas finie. On parle souvent de l'ironie d'Austen. Elle ne brille pas pour la forme, elle éclaire. Le style indirect libre, ses pensées glissées dans la narration, permet d'habiter les malentendus de l'intérieur. On entend la voix d'Elizabeth, sa vitesse de jugement, sa jouissance à décoder les scènes. On suit la rumeur, les demi-mots, les apartés. Et puis arrive la fameuse lettre de Darcy, une lettre qui rebat les cartes. Wickham n'était pas ce qu'on croyait, et Darcy n'était pas seulement ce qu'il paraissait. C'est le pivot. Pas un simple retournement de scénario, plutôt une leçon d'épistémologie sentimentale. On croyait savoir, on savait mal. Austen est la reine des scènes, à la fois tendre et cruelle. La proposition de Darcy, au milieu du salon de Charlotte à Hunsford, est un choc des plaques tectoniques. Lui avoue et juge dans la même phrase. Elle répond et tranche. La visite à Pemberley, territoire Darcy, n'est pas l'extase d'une héroïne devant la richesse, c'est l'épreuve de vérité. Les domestiques parlent du maître avec respect. Le paysage a l'air habité, pas possédé. Elizabeth voit l'homme, pas seulement la fortune. Et pendant que l'on respire, une catastrophe se prépare. Lydia s'enfuit avec Wickham. L'honneur familial menace de s'effondrer. Darcy agit sans trompette. Et tout à coup, l'orgueil se transforme en responsabilité. Les forces du roman, c'est d'abord l'équilibre. Jane et Bingley offrent la comédie lumineuse, Elizabeth et Darcy, la comédie nerveuse. Mrs. Bennet est un ressort comique inusable. Monsieur Bennet, Mr. Bennet, un moraliste fatigué dont l'esprit fait rire et inquiète. Lady Catherine de Bourgh condense l'arrogance de classe dans un personnage presque farcesque, mais terriblement efficace. Austen, surtout, met en scène une héroïne qui pense. Elizabeth n'a ni fortune ni statut, mais elle a la lucidité et l'humour. Elle refuse les mariages de compromis, elle se trompe, elle corrige, elle grandit. On tient là une modernité sans pancarte. Les faiblesses de ce livre, c'est un monde qui reste celui de la petite genterie, ferme et réglée. Les serviteurs n'ont pas de voix, Marie et Kitty restent des silhouettes. Le roman rétablit l'ordre plus qu'il ne le renverse. Au bout du compte, ce sont les bons mariages qui réparent tout. Charlotte Lucas, qui épouse Collins par prudence, n'est pas jugée, mais elle est d'une certaine façon abandonnée hors champ. Et l'on peut trouver la morale finale un rien restauratrice. L'argent et la vertu se réconcilient. La hiérarchie sociale s'adoucit.
la tempête devient bruine. Mais la lucidité d'Austen, sa dent douce mais ferme, empêche la guimauve. Avec Emma, l'ennemi est à l'intérieur. L'erreur de lecture est l'intrigue. Avec Persuasion, la mélancolie gagne le match. Ici, c'est la vitesse, l'énergie, le ping-pong. Côté continent, on pense à Marivaux pour le théâtre des sentiments, à Balzac pour la topographie sociale, sauf qu'Austen ne quitte pas le salon et fait tout tenir dans une tasse de thé. Et si l'on regarde aujourd'hui, on voit la rom-com qui doit tout à ce modèle. L'antipathie initiale, la lettre qui réoriente, l'obstacle social, la scène « Je me suis trompé sur toi ». Nos applis de rencontre ont remplacé la salle de bal. L'algorithme fait le chaperon, la réputation se calcule en like. Austen l'avait déjà compris. L'amour est une affaire d'interprétation. On revient alors au livre lui-même, à son plaisir physique. Les chapitres sont courts, les scènes s'enchaînent comme des scénettes. Les dialogues claquent. C'est une merveille à lire à voix haute. On entend les inflexions, on sent les rires en coin. On goûte la précision des coups portés. Et l'on mesure que l'ironie, chez Austen, n'est jamais du mépris. C'est une politesse de la vérité. Elle protège les personnages en les exposant juste assez pour qu'ils se relèvent. Il reste la question du message. Pas de leçon assénée, mais une éthique. Apprendre à suspendre son jugement, à laisser la réalité surprendre, à reconnaître sa part d'orgueil. Darcy apprend l'humilité, Elisabeth apprend la prudence. Tous deux gagnent en liberté. Et le roman, au passage, nous offre une cartographie des illusions sociales, toujours actuelles. On croit que la fortune parle, on oublie que les actes prononcent la phrase décisive. Alors, faut-il relire Orgueil et Préjugés ? Oui, et pas seulement pour rêver au grand domaine et au grand regard fiévreux. Pour réapprendre l'art du décalage, l'écoute des signes, la joie d'une joute verbale qui devient honnêteté. Pour se rappeler que la meilleure comédie romantique n'excuse pas nos biais. Elle nous les tend comme un miroir poli. L'orgueil, c'est de croire qu'on sait déjà qui est l'autre. Le préjugé, c'est de croire qu'on sait déjà qui l'on est. Austen nous arrache les deux, avec élégance, et nous laisse un peu émus, un peu plus intelligents, prêts à danser pour de bon. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.